Quand un leader lance une idée, une décision ou un changement, il se heurte presque toujours à des résistances. Et beaucoup de leaders pensent que ces résistances sont une opposition personnelle frontale, alors qu'elles sont d'abord une réaction humaine. La résistance n'est pas un refus, c'est une protection. Les gens ne résistent pas parce qu'ils ne veulent pas avancer. Ils résistent parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Un repère, une compétence, un confort, un statut, une certitude. Les travaux de John Kotter montrent que 70% des changements échouent non pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce que la résistance n'a pas été comprise. Le leader mature sait donc que la résistance n'est jamais son ennemi. Ce qui fait la différence entre un leader qui subit la résistance et un leader qui la transforme, c'est la posture. Le premier se crispe et le second observe. Quand quelqu'un résiste, il vous dit quelque chose de précieux sur la dynamique du système. Il vous montre où ça bloque, où ça craint, où ça manque de clarté. La résistance est donc une information, pas une agression. Un leader qui l'a compris arrête de lutter contre elle et commence à travailler avec elle. Dans beaucoup d'équipes, la résistance apparaît quand le leader avance trop vite. Il voit la vision finale. Mais l'équipe, elle voit l'effort à fournir. Il voit l'opportunité. L'équipe, elle voit le risque. Il voit la direction et l'équipe voit la rupture. Le leader doit donc accepter que la chronologie émotionnelle d'un changement n'est jamais la même pour tout le monde. Il n'y a pas ceux qui comprennent vite et ceux qui traînent. Il y a ceux qui ont besoin de sens pour avancer et ceux qui ont besoin de sécurité avant d'accepter. La résistance devient problématique uniquement quand elle est ignorée. Une résistance qu'on écoute se régule, alors qu'une résistance qu'on nie s'enracine. Dans la pratique, il existe 3 grandes formes de résistance. La résistance mentale, la résistance émotionnelle et la résistance identitaire. La première se traite par la clarté, la deuxième par la sécurité et la troisième par la reconnaissance. La résistance mentale apparaît quand le message n'est pas compris. La résistance émotionnelle apparaît quand le changement fait peur. Et la résistance identitaire, elle apparaît quand la personne a l'impression de perdre une part d'elle-même. Et ça, il faut le prendre en compte. Confondre ces résistances est l'une des erreurs les plus fréquentes, parce qu'on apporte une réponse mentale à une peur émotionnelle, ou une réponse émotionnelle à une blessure identitaire. Le leader doit donc affiner sa lecture, sinon il parle à côté du vrai problème. Il doit écouter ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Parce que souvent, la résistance se formule dans les silences, les hésitations et les regards. Et ce qui est remarquable, c'est que la plupart des résistances se désamorcent dès que la personne sent qu'on a compris ce qui lui arrive. Un leader qui reconnaît la résistance réduit sa force immédiatement. Dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance n'est pas un obstacle à la progression, c'est un indicateur. Elle montre le chemin que le leader doit prendre pour accompagner son équipe sans la brusquer. Elle révèle ce qui demande du sens, du temps ou du soutien. Le leader qui sait lire la résistance devient plus stratégique, plus humain et plus efficace, parce qu'il cesse de pousser et commence à guider. C'est ce qu'on attend d'un leader. La première façon de désamorcer une résistance, c'est de la nommer sans la juger. Parce qu'une résistance reconnue se calme, alors qu'une résistance ignorée se renforce. Le leader peut dire quelque chose de simple, comme par exemple « Je vois que ce point crée une inquiétude » ou « Je sens qu'il y a un doute ici ». Ces phrases ne cherchent pas à convaincre, elles cherchent à apaiser. Nommer, ce n'est pas accuser. C'est montrer qu'on perçoit ce que l'autre ressent. La deuxième méthode, c'est d'explorer la résistance plutôt que de la combattre. Un leader mature pose des questions qui ouvrent l'espace au lieu de le fermer. Il demande par exemple « Qu'est-ce que tu redoutes ? Qu'est-ce qui te manque pour avancer ? Qu'est-ce qui te semble risqué dans cette démarche ?» Et cela transforme l'opposition, de fait, en dialogue. Quand quelqu'un explique sa résistance, elle perd immédiatement en intensité, parce qu'une résistance exprimée est une résistance clarifiée. La troisième méthode consiste à distinguer ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Toutes les résistances ne demandent pas un changement de trajectoire. Le leader dit clairement ce qui peut être ajusté et ce qui doit rester tel quel. Cette clarté rassure, parce que l'incertitude nourrit toujours la résistance. Il peut dire « le cap ne bouge pas, mais la manière de l'atteindre, on peut la construire ensemble ». Cette phrase transforme une contrainte en collaboration. La quatrième méthode, c'est de réduire la taille du changement. Un changement perçu comme trop grand crée automatiquement une résistance émotionnelle. Le leader fragmente donc le changement en petites étapes. Il transforme une montagne en étapes accessibles. Cette fragmentation donne de la respiration au collectif. Elle réduit la peur de l'inconnu et rend l'effort acceptable. La cinquième méthode, c'est de donner de la visibilité. L'être humain résiste surtout quand il ne sait pas à quoi s'attendre. Le leader explique les étapes, les impacts, les points de passage. Il clarifie le quoi, le pourquoi et le comment. Une résistance diminue quand la trajectoire devient lisible, parce que l'inconnu est toujours plus inquiétant que la difficulté. La sixième méthode, c'est de sécuriser les personnes. Dans une résistance, il y a presque toujours une part de peur. Le leader ne dit pas « n'aie pas peur », parce que cette phrase n'aide jamais. Il dit « voici ce qui va rester stable, voici ce qu'on va t'apprendre, et voici comment on va t'accompagner ». La sécurité psychologique est un antidote majeur à la résistance émotionnelle. Quand les gens se sentent protégés, ils peuvent avancer. La septième méthode, c'est de reconnaître ce que la personne a pu perdre dans le processus.
Parce que derrière chaque résistance identitaire, il y a un renoncement. Un leader mature ne minimise jamais cette perte. Il va dire par exemple « Je comprends que ce changement te fait quitter quelque chose d'important ». Ainsi, reconnaître la perte permet d'ouvrir le chemin vers l'adhésion. Ignorer la perte, par contre, crée du ressentiment. La 8e méthode, enfin, c'est d'impliquer la personne dans la solution. Ce que l'on construit, on y adhère. Le leader propose quelque chose comme « Qu'est-ce que tu vois comme piste pour réussir ce passage ?» Cette question transforme la résistance en co-construction. C'est essentiel. Les résistances les plus fortes se dissolvent quand les personnes commencent à participer à la solution, parce qu'elles cessent d'être menacées et deviennent contributrices. Ce qu'on retiendra de cette deuxième partie, c'est que désamorcer une résistance n'a jamais rien à voir avec convaincre. Cela a tout à voir avec comprendre, sécuriser et ajuster. Un leader qui sait désamorcer les résistances devient un leader apaisant, et un leader apaisant devient naturellement un leader suivi. Ce qu'on comprend quand on observe les leaders les plus solides, c'est qu'ils ne cherchent jamais à éliminer les résistances, ils cherchent à les transformer. Une résistance, c'est une énergie, et une énergie peut être détournée, orientée, canalisée. Les leaders qui échouent face aux résistances sont ceux qui les prennent personnellement. Ils se sentent remis en cause, contestés ou encore fragilisés. Mais le leader mature, lui, il sait que la résistance ne parle jamais de lui. Elle parle de ce que le changement vient toucher chez l'autre. Quand le leader arrête de prendre les résistances comme un affront, il peut commencer à les lire comme un signal. Et lire ce signal, c'est comprendre ce que le système est capable d'absorber. Ou pas. Une résistance massive n'est pas un non. C'est un indicateur que le système n'a pas les ressources pour absorber le changement tel qu'il est présenté. Le leader ajuste alors le rythme ou la méthode sans renoncer au cap. Il ne plie pas, il calibre. Transformer une résistance, c'est d'abord accepter qu'elle contient une réalité que le leader n'avait pas vue. Et cette réalité, si elle est intégrée, renforce la qualité du projet. La résistance devient alors une forme d'intelligence collective. Elle oblige à clarifier, à argumenter ou encore à simplifier. Elle montre où les zones d'ombre se trouvent. Elle montre où les personnes risquent de décrocher. Un leader stratégique remercie intérieurement la résistance, parce qu'elle l'empêche d'avancer avec aveuglement. Les résistances les plus utiles sont souvent celles qui arrivent tôt. Elles révèlent les angles morts avant qu'ils ne deviennent des impasses. Le leader qui accueille la résistance construit un climat où l'expression est possible sans être punitive, et cette liberté d'expression rend le collectif beaucoup plus robuste. Et dans un environnement où les résistances sont autorisées, l'équipe devient plus mature. Elle n'a plus besoin de saboter en silence. Elle peut ajuster en toute transparence. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que les leaders courageux ne cherchent pas le consensus immédiat. Ils cherchent la compréhension mutuelle. Une équipe n'a pas besoin d'être forcément d'accord sur tout. Elle a besoin de comprendre pourquoi on avance. Là aussi, on crée du sens. Quand les résistances ont été entendues, intégrées et traitées avec respect, quelque chose de très puissant se passe. La résistance laisse place à l'engagement. Et ce n'est pas un engagement forcé, c'est un engagement construit, un engagement qui repose sur la clarté, la sécurité et la reconnaissance. Le leader qui sait naviguer dans les résistances devient prévisible émotionnellement, et cette prévisibilité est l'un des plus grands stabilisateurs de la confiance. Sur l'ensemble de cette vidéo, ce qu'on va retenir, c'est que la résistance n'est donc ni un frein, ni une menace. C'est une étape. Une étape qui oblige le leader à devenir plus clair, plus humain, plus stratégique. Et une étape qui, bien traitée, renforce l'équipe au lieu de la fragiliser. Le leader qui transforme les résistances transforme le système. Et c'est ce type de leadership qui laisse une empreinte durable. Et si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, je vous laisse aussi la miniature de mon livre juste ici. C'est un complément utile pour approfondir ces notions et les transformer en vraies compétences au quotidien. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre pratique de manager ou de dirigeant. Et n'hésitez pas non plus à la partager, bien évidemment. On se retrouve très vite pour la suite. Et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres et pour continuer à grandir vous-même. Alors, à très vite pour une prochaine vidéo.